Un matin, alors que je me rendais au bureau de l'agence immobilière de mon demi-frère, j'ai aidé une femme âgée dans le bus. Quand elle m'a demandé mon prénom, elle a éclaté en sanglots et a sorti une vieille photo. Quand je l'ai ramenée à la maison, au moment où ma belle-mère l'a vue, son visage a pâli. Cette vieille femme était. L'assiette a glissé de ses mains. Elle ne s'est même pas cassée net, elle s'est juste un peu fendue contre le carrelage et a roulé sous le lave-vaisselle. Et ma belle-mère est restée là, la bouche ouverte comme un poisson, l'une de ses boucles d'oreilles en or se balançant encore après qu'elle ait tourné la tête si vite. Je devrais revenir en arrière. Mon prénom est Winter et j'ai 31 ans. Et pendant près de 26 de ces années, j'ai cru que ma mère biologique était décédée d'une dissection aortique dans le parking d'un hôpital à Tucson. C'est l'histoire avec laquelle j'ai grandi. C'est l'histoire que mon père m'a racontée quand j'avais 5 ans et que j'étais assez grande pour demander pourquoi les autres enfants avaient 2 parents et que je n'en avais qu'un seul. C'est l'histoire que ma belle-mère, Coraline, n'a cessé de peaufiner pour moi durant toute mon enfance, comme si elle lustrait une voiture. Ta mère t'aimait tellement, ma chérie. Elle aurait voulu que tu aies une vraie famille. Place au petit câlin serré. Place au soupir. Place à Coraline qui partait redécorer une autre pièce de notre maison avec un argent dont je ne savais pas encore qu'il n'était pas le sien. Mais je vais trop vite. Tout a commencé un mercredi de septembre. Je me souviens que c'était un mercredi car j'avais une réunion à 10h30 avec un couple de Phoenix qui voulait visiter des maisons de ville dans notre fourchette de prix, ce qui était une façon élégante de dire qu'ils voulaient vivre dans un code postal qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer. Je travaillais dans une agence immobilière à Scottsdale, dirigée par mon demi-frère. Oui, nous parlerons de lui aussi. J'étais en retard parce que ma voiture avait décidé ce matin-là, comme une adolescente lunatique, qu'elle n'allait pas démarrer. J'ai donc pris le bus. Je n'avais pas pris de bus de ville depuis peut-être 6 ans, et j'avais oublié à quel point les sièges sentent la crème solaire, que les sols sont collants et qu'il y a toujours un gars qui ronfle au fond comme s'il était là depuis 1998. Je venais de m'asseoir vers l'avant quand elle est montée. Elle était petite. C'est la première chose que j'ai remarquée. Petite, avec probablement la fin de la soixantaine, un sac en toile délavé et un de ses bonnets de pluie en plastique de supermarché, même s'il ne pleuvait pas. Ses chaussures n'allaient pas avec ses vêtements. Elle portait un joli chemisier crème, le genre de vêtements qu'une femme mettrait pour un rendez-vous chez le docteur si elle essayait d'avoir l'air respectable, mais les chaussures étaient des baskets éraflées dont les lacets étaient mal noués. Elle tenait un morceau de papier à la main, qu'elle n'arrêtait pas de regarder, puis elle levait les yeux vers le chauffeur de bus, puis regardait de nouveau son papier. On pouvait deviner, à la façon dont ses sourcils se levaient et se baissaient, qu'elle était perdue. Elle a essayé de demander quelque chose au chauffeur, et il a juste grogné sans lever les yeux. Elle a reculé, et il n'y avait aucun siège, vraiment aucun. C'était l'heure de pointe du mercredi matin, tous les sièges étaient occupés par des gens sur leur téléphone qui faisaient semblant de ne pas la voir. Je me suis levé. Ce n'était pas un acte héroïque. Je veux être clair à ce sujet. Je ne me suis pas dit que j'allais faire une bonne action aujourd'hui. Je me suis juste levé parce que ma mère biologique, celle que je croyais morte, avait l'habitude de se lever pour les personnes âgées dans le bus. Et même si je ne me souvenais pas vraiment d'elle, je me souvenais de cela, d'une manière ou d'une autre. On me l'avait dit, et c'était resté. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous ici. Elle m'a regardé comme si je lui avais offert $1 million. Son visage tout entier s'est plissé dans un sourire reconnaissant, et elle a dit, « Oh, ma chérie, êtes-vous sûre ?» Et j'ai répondu, « Oui, bien sûr. » Et je l'ai aidée à s'asseoir doucement, car sa hanche semblait la faire souffrir. Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout le reste du trajet, m'accrochant à la barre, et elle n'arrêtait pas de lever les yeux vers moi comme si elle essayait de mémoriser mon visage. Au bout d'1 minute, elle a tapoté le petit espace vide à côté d'elle sur le siège et a dit, « Ma chérie, partage avec moi, il y a de la place. » Et il n'y en avait pas vraiment, mais je me suis assise quand même, sur une demi-fesse, par politesse. Elle m'a demandé où j'allais et je lui ai répondu à mon bureau, l'agence immobilière sur Camelback. Elle a expliqué qu'elle essayait de trouver le cabinet d'un docteur sur Indian School Road et qu'elle s'était trompée de bus. Je l'ai aidée à comprendre où elle devait faire son changement et lui ai montré comment demander un ticket de correspondance au chauffeur. Elle n'arrêtait pas de dire « Vous êtes très gentille. Vous êtes très gentille. » D'une voix tremblante qui me mettait presque mal à l'aise, comme si je recevais du mérite pour quelque chose de minuscule.
Puis elle m'a demandé mon prénom. Winter, ai-je dit, avec un i. Elle s'est figée, complètement figée. Je m'en souviens parce que le bus a roulé dans un nid de poule exactement à ce moment-là et tout le monde a rebondi, sauf elle. Elle est restée là, pétrifiée, la main sur son sac à main. Et j'ai pensé qu'elle faisait peut-être l'une de ces petites absences épileptiques que ma tante avait l'habitude d'avoir. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a dit, Winter est un prénom magnifique. Était-ce le choix de votre mère ou de votre père? C'était une question tellement étrange que j'ai ri. Je lui ai répondu que je ne savais pas, que ma mère était décédée quand j'étais petite, donc je n'avais jamais pu lui demander. Et puis je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit cela, je ne dis jamais cela à des inconnus, que j'avais toujours supposé que c'était ma mère qui l'avait choisi, car mon père est le genre d'homme qui m'aurait appelé Karen. Elle n'a pas ri. Elle a regardé par la fenêtre et a dit très doucement, elle l'a choisi. Elle adorait ce prénom. C'était le deuxième prénom de sa grand-mère. J'ai cessé de respirer. Je sais ce que cela donne. Les gens disent j'ai cessé de respirer comme si c'était une figure de style. Je vous le dis, ma poitrine s'est physiquement bloquée. Je suis restée assise là, la bouche ouverte, pendant que le bus faisait ce bruit de cliquetis diesel. Et j'ai dit, pardonnez-moi. Que venez-vous de dire? Et elle m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Elle a dit, ma chérie, je vais te demander quelque chose et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Quel est le nom de ton père? Je lui ai répondu, Donald Pemberton. Dont, ai-je ajouté la partie dont parce que c'est comme cela que les gens l'appellent, et je répondais sur pilote automatique car mon cerveau était parti ailleurs. Elle a fermé les yeux. Elle a fermé les yeux, a mis sa main sur sa bouche et a dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le bus s'est arrêté à mon arrêt. Je ne suis pas descendu. Je suis resté assise là avec cette étrangère qui pleurait doucement dans sa main et j'ai dit, Madame, qui êtes-vous? Elle ne m'a pas répondu. Elle a juste ouvert son sac avec des mains tremblantes et en a sorti un portefeuille. Et elle a sorti une photographie qui était si vieille et pliée que les coins étaient devenus doux comme du tissu. Elle me l'a tendue. C'était la photo d'un bébé dans une couverture jaune sur un lit d'hôpital. Le bébé avait l'air un peu écrasé, comme le sont les nouveau-nés. Et il y avait une femme dans le lit qui le tenait. Et cette femme avait exactement mon visage. Mon visage tout craché. Pas une ressemblance, pas un truc du genre tu as les yeux de ta mère. Mon propre visage, me regardant. C'est toi, et ma fille, a dit la vieille femme. C'est le jour de ta naissance. J'ai été la première personne à te tenir après elle. Ton père a pris la photo. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. J'ai dit, ma mère est morte. Elle a répondu, ma chérie, ta mère est vivante. Ta mère est à Bakersfield. Ta mère te cherche depuis 26 ans. Le bus s'est arrêté à l'arrêt suivant. Des gens sont montés. Des gens sont descendus. Je n'ai pas bougé. La vieille femme pleurait doucement et serrait ma main si fort que ses jointures étaient blanches. Et elle n'arrêtait pas de dire, je le savais. Je le savais. Je savais que si je continuais à chercher, je te trouverais. J'étais engourdi. Je veux être honnête à ce sujet. Je ne sanglotais pas, je ne criais pas, je ne faisais rien de ce que l'on voit dans les films. J'étais juste assise là, avec la sensation que le sol s'était dérobé sous mes pieds et que j'attendais de percuter quelque chose. Je dois aller travailler, me suis-je entendu dire. Ma chérie, je dois aller travailler. J'ai une réunion. S'il vous plaît, j'ai besoin de réfléchir. Elle a hoché la tête. Elle a hoché la tête encore et encore, comme si elle comprenait. Elle a noté son numéro au dos du papier perdu du cabinet du docteur, l'a pressé dans ma main et a dit, je loge au Days Inn sur Camelback, chambre 217. Mon nom est Junipa. Je suis ta grand-mère, ton autre grand-mère. S'il te plaît, appelle-moi quand tu pourras réfléchir. S'il te plaît, ne disparais pas. Je suis descendu à l'arrêt suivant, 6 pâtés de maison après mon bureau, et j'ai refait ces 6 pâtés de maison à pied. Et je ne me souviens d'absolument rien de cette marche. Je ne me souviens pas de la chaleur. Je ne me souviens pas si j'ai pleuré. Je me souviens juste être entré dans le bureau, être passé tout droit devant la réceptionniste,
être allé dans la cuisine à l'arrière et être resté là à fixer la cafetière parce que j'avais oublié comment fonctionnaient les cafetières. Mon demi-frère m'a trouvé là. Il s'appelle Royce. C'est le fils de ma belle-mère, Coraline, issue de son premier mariage, de 3 ans mon aîné. Et il est le directeur de l'agence immobilière Pemberton et depuis que depuis que mon père et son beau-père l'ont promu il y a 5 ans. Royce a ses dents très blanches qui semblent avoir été commandées sur un catalogue. Et il ne m'a jamais, de toutes les années où je l'ai connu, posé la moindre question sur ma propre vie. « Tu es en retard », a-t-il dit. Je lui ai dit que j'avais eu une urgence dans le bus. « Quelle sorte d'urgence ?» J'ai failli lui dire. J'ai vraiment failli. J'avais les mots au bout des lèvres. Je crois que je viens de rencontrer la mère de ma mère. Et quelque chose m'a arrêté. Je ne sais pas quoi. Une partie animale de mon cerveau qui avait écouté 26 années de petites incohérences bizarres et qui venait de se réveiller. Ma voiture est tombée en panne, ai-je répondu. Un problème d'estomac. Je serai prête dans 5 minutes. Il m'a regardé bizarrement, mais il est parti. Je suis allé dans mon petit bureau au mur de verre, j'ai fermé la porte et j'ai appelé mon père. Il n'a pas répondu. J'ai appelé Coraline. Elle a décroché à la 2e sonnerie, toute joyeuse et chantante. « Winter, ma chérie, quelle belle surprise. Viens-tu dîner dimanche ?» J'ai dit, « Coraline, ma mère est-elle morte à Tucson ?» Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne qui a duré peut-être une seconde de trop. « Ma chérie, quel genre de question est-ce là? Est-ce que tu vas bien? Il s'est passé quelque chose? Juste, était-ce Tucson? L'hôpital? Ma chérie, c'était il y a si longtemps. Je ne me souviens même plus de la ville. Ton père le sait. Tu devrais lui demander. Es-tu en train de conduire? Tu as une voix bizarre. J'ai dit que j'allais bien. Je lui ai raconté que j'avais pensé à maman parce que j'avais vu une femme dans le bus qui ressemblait à la photo d'elle sur la commode de papa. J'ai fait en sorte que cela paraisse rêveur et émotionnel. J'ai fait en sorte que cela paraisse anodin. Coraline a dit, « Oh, ma douce fille. Oh, je suis tellement désolé. Veux-tu que je vienne te chercher ?» J'ai répondu, « Non. » J'ai raccroché. Je suis resté assise là, dans ma chaise, et j'ai regardé à travers le mur de verre Royce qui flirtait avec la réceptionniste, et j'ai pensé, quelque chose cloche vraiment, mais alors vraiment, ici. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au Days Inn. Junipa a ouvert la porte avant même que j'aie fini de frapper. Elle attendait. La chambre avait cette odeur universelle de chambre de motel, un mélange d'adoucissant pour le linge et de vieilles moquettes. Il y avait un fin dossier marron sur la petite table ronde près de la fenêtre. Et elle m'a fait asseoir et l'a ouvert. Je vais vous raconter ce qu'il y avait dans ce dossier aussi vite que possible, parce que je l'ai vécu lentement et vous ne méritez pas cela. Le nom de ma mère était Lisa. Elle n'est pas morte. Quand j'avais 4 ans, elle a eu un épisode maniaque majeur. Elle souffrait de troubles bipolaires, non diagnostiqués à l'époque, et d'un déclencheur postpartum qui a mis des années à s'abattre sur elle. Et elle a été hospitalisée pendant 6 semaines. Pendant ces 6 semaines, mon père, dont Pemberton, a rencontré dans le bureau de son comptable une aide-comptable récemment divorcée qui s'appelait Coraline. Au moment où ma mère est sortie de l'hôpital, mon père avait déjà déposé une demande de garde en urgence au motif que ma mère était un parent inapte et instable. Lisa a contesté. Elle s'est battue pendant 2 ans. Elle était pauvre. Elle n'avait pas de famille en Arizona. Et sa propre mère, Junipa, était en Californie pour s'occuper du père de Lisa, qui avait la maladie de Parkinson. Mon père a obtenu la garde exclusive. La maison lui a été attribuée. Il a obtenu le pouvoir décisionnel exclusif à mon sujet. Et puis, quand j'ai eu 5 ans, il m'a dit que ma mère était morte. Il a dit à ma mère qu'on m'avait fait croire qu'elle m'avait abandonné et que je ne voulais plus jamais la voir. Il a demandé à un avocat de lui envoyer une lettre disant que tout contact avec moi serait considéré comme du harcèlement et qu'il déposerait des ordonnances de restriction. Elle m'a écrit des lettres, des centaines de lettres. Elle revenait avec le tampon au retour à l'expéditeur et une écriture qui n'était pas celle de la poste. C'était celle de Coraline. Nous avons les enveloppes. Junipa les a gardées. Elle les a toutes gardées dans un bac en plastique sous son lit à Bakersfield pendant 26 ans.
Mais voici la partie qui m'a fait poser la tête sur cette table de motel avec l'envie de vomir. Quand j'avais 12 ans, le père de ma mère, le mari de Junipa, est décédé, et il a laissé un fonds fiduciaire, pas énorme, mais substantiel. Une maison à Bakersfield, des terres agricoles dans la vallée centrale et un compte d'investissement qu'il avait constitué pendant 40 ans de travail dans une raffinerie. Le fonds me désignait, moi, Winter Pemberton, sa seule petite fille, comme la bénéficiaire principale, devant recevoir la totalité de la somme le jour de mon 25e anniversaire. Il en avait envoyé la notification légale à ma dernière adresse connue, qui était la maison de mon père. Je ne l'ai jamais vue. Quand j'ai eu 25 ans, le fonds a versé près de 400 000 $, plus l'acte de propriété de la maison de Bakersfield, plus le titre de propriété des terres agricoles. Ma signature était sur chaque formulaire de décharge. Ce n'était pas ma signature. Je me suis assise dans cette chambre de motel et j'ai regardé ma propre écriture falsifiée, dont les boucles du Y étaient un peu trop rondes, et le I de Winter doté, à tort, d'un cercle au lieu de mon petit tiret plat. Et j'ai pensé à la rénovation de la cuisine que Coraline avait faite 2 ans plus tôt. Celle avec le marbre. Celle que je lui avais dit être magnifique. Celle qu'elle avait payée en espèces. Je suis rentré chez moi à minuit et je me suis assise dans mon appartement dans le noir et je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas mangé. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai fait une liste sur un bloc-notes jaune de chaque chose que j'avais besoin de comprendre. Et tout en haut de la liste, j'ai écrit « Ne leur donne aucun indice ». Pendant 2 mois, je suis allé au travail et j'ai souri à Royce, et je suis allé au dîner du dimanche chez mon père, et j'ai laissé Coraline m'embrasser sur la joue, et je lui ai posé des questions sur ses leçons de tennis. Je l'ai aidé à choisir un nouveau lave-vaisselle. J'ai regardé sa main donner à mon père ses médicaments contre la tension artérielle. Et pendant ce temps, le soir, je conduisais jusqu'à un café à Tampa pour rencontrer un expert comptable judiciaire que l'avocat de Junipa m'avait présenté. Et le samedi matin, quand Coraline pensait que j'étais au yoga show, j'étais assise dans les bureaux d'une avocate nommée Patrice Okafor, examinant chaque document de ce bac venu de Bakersfield. Nous avons trouvé les documents originaux du fonds fiduciaire. Nous avons trouvé les signatures falsifiées. Nous avons retiré les relevés bancaires. Nous avons dû en assigner certains en justice. Et nous avons tracé l'argent. Nous l'avons tracé en totalité. La maison de Bakersfield avait été vendue. Coraline avait empoché les bénéfices. Les terres agricoles avaient été louées au nom d'une société qu'elle avait créée dans le Delaware. Les revenus de location allaient sur son compte courant personnel depuis 6 ans. C'était comme cela qu'elle avait payé le master en administration des affaires de Royce. Le compte d'investissement avait été discrètement vidé sur 18 mois et utilisé pour racheter les parts du précédent propriétaire de Pemberton et Realty, qui était une entreprise en difficulté que mon père maintenait à flot avec des prêts. Coraline avait utilisé mon argent, l'argent du père de ma mère, pour renflouer l'entreprise de mon père et installer son fils au poste de directeur. Royce savait. Patrice et moi étions sûrs qu'il savait. Nous ne pouvions simplement pas encore le prouver. Et ma mère, Lisa, était en vie. Elle avait 61 ans. Elle était en rémission depuis 19 ans. Elle s'était brièvement remariée dans la trentaine et n'avait pas eu d'autres enfants. Elle travaillait à temps partiel dans une bibliothèque publique de Bakersfield. Elle vivait dans un duplex à 2 pâtés de maison de chez sa mère. Junipa m'a dit qu'elle avait un petit jardin avec des plants de tomates et un chat nommé Doodle qui n'avait que 3 pattes. Je l'ai appelée en octobre, un mardi soir, depuis ma voiture sur le parking d'un magasin Target parce que je ne voulais pas le faire dans mon appartement au cas où je m'effondrerais. Elle a décroché à la première sonnerie. J'ai dit « Maman ». Et elle a fait un son que je n'essaierai pas de décrire. Nous avons parlé pendant 4 heures. Je suis resté dans ce parking jusqu'à la fermeture du Target et que le vigile tape à ma vitre. Je suis rentré chez moi à 2h00 du matin. J'avais une mère. J'avais une mère qui avait passé 26 ans à m'écrire des lettres et à les ranger dans un tiroir quand elle lui revenait. J'avais une mère qui avait allumé une bougie pour moi à chaque anniversaire. J'avais une mère qui savait d'une manière ou d'une autre, de la façon dont les mères savent ces choses, que j'étais en vie. Le jour où tout a éclaté était un mardi de novembre. Patrice m'avait conseillé de ne confronter personne jusqu'à ce que tout soit déposé. Le procès civil était prêt. La plainte pénale était entre les mains du procureur du comté. Patrice avait monté un dossier si inattaquable qu'elle a dit, et je cite, « Ma chérie,
cette femme va avoir besoin de se faire arracher une dent pour se sortir de ce qui l'attend. Je veux être très clair. Je ne suis pas entré pour crier sur qui que ce soit. Je n'ai rien laissé paraître. Je n'ai pas fait la chose que tout spectateur censé dirait à la fille dans ce genre d'histoire qu'elle n'aurait pas dû faire. Je suis allé travailler ce mardi matin comme d'habitude. J'ai fait du café. J'ai répondu à des courriels. J'ai dit à Royce que sa chemise avait une belle couleur. À 10h15, 2 adjoints du shérif et un homme en costume gris sont entrés dans le bureau. Royce s'est levé. Coraline, qui était au bureau ce jour-là pour déposer le déjeuner de don comme elle le faisait chaque mardi, est sortie de la salle de pause avec une boîte en plastique contenant des restes de pâte à la main. L'homme en costume gris a dit, « Coraline Pemberton, nous avons un mandat pour votre arrestation pour des chefs d'accusation de fraude électronique, vol d'identité, contrefaçon et vol qualifié. » La boîte en plastique a touché le sol. J'étais debout dans l'encadrement de la porte de mon bureau. Elle m'a regardé. Elle m'a regardé et son visage a affiché environ 9 expressions différentes en 3 secondes et la dernière était celle que j'attendais. C'était la réalisation. C'était le mot. « Winter », a-t-elle dit. « Winter, ma chérie, c'est une erreur. Dis-leur. » J'ai dit très doucement, pour qu'elle seule puisse m'entendre, « Je suis presque sûr que tu as dit à ma belle-mère que j'étais morte. » Ce n'était pas bien. J'avais répété cette réplique pendant des semaines. Je voulais dire, je suis presque sûr que tu as dit à ma grand-mère que j'étais morte. Mais mon cerveau était plein d'interférences et les mots sont sortis de travers. Et ses yeux se sont écarquillés au point de sembler plus larges que les murs du bureau. Et on pouvait la voir essayer de comprendre depuis combien de temps je savais, ce que je savais, et quel mensonge elle pouvait encore essayer d'utiliser. Et il n'y en avait aucun. Il n'y en avait tout simplement aucun. Elle a essayé, cependant. Mon Dieu, elle a essayé. Elle a pleuré dans la voiture de police. Elle a fait en sorte que Royce m'appelle 12 fois cet après-midi-là. Elle a fait en sorte que mon père m'appelle, et mon père, c'est une autre histoire, mon père a eu 2 ans de mise à l'épreuve pour son rôle et a perdu sa licence immobilière, et nous ne nous parlons plus. Nous nous parlerons peut-être un jour. Nous ne le faisons pas pour l'instant. Royce a été inculpé séparément 2 semaines plus tard, lorsque les experts comptables judiciaires ont fini de retracer sa part. Il est en attente de son procès. Le procès civil s'est réglé à l'amiable. J'ai récupéré l'argent avec les intérêts. J'ai récupéré l'acte de propriété de la maison de Bakersfield, que Coraline avait vendue, mais que nous avons réussi à récupérer grâce à des manœuvres juridiques que je ne comprends toujours pas complètement. J'ai récupéré les terres agricoles. J'ai récupéré 26 ans de l'amour discret et travailleur de mon grand-père, qui avait été intercepté par une femme qui m'avait regardé grandir, qui avait préparé mes déjeuners pour l'école, qui m'avait dit qu'elle m'aimait comme sa fille. J'ai démissionné de l'agence. Il n'y avait plus vraiment d'agence de laquelle démissionner. Elle avait été saisie comme actif et se trouvait verrouillée derrière du ruban adhésif de scène de crime, mais j'ai quand même officiellement démissionné par courriel parce que j'avais besoin de le mettre par écrit. J'ai changé de nom. J'ai repris le nom de jeune fille de ma mère, le nom de mon grand-père. Je suis Winter Alverson maintenant. J'ai dû mettre à jour mon permis de conduire, mon passeport, mes comptes bancaires, ma signature électronique. Et chaque fois que je le tapais, je me sentais un peu plus solide, comme si je coloriais une partie de moi-même qui avait été un croquis au crayon toute ma vie. J'ai déménagé à Bakersfield en mars. J'ai mis mon appartement de Scottsdale en location. J'ai conduit vers l'ouest un dimanche avec ma voiture pleine de cartons et Doodle, le chat à 3 pattes, dans une cage de transport sur le siège passager. Maman me l'avait donné, disant qu'il attendait de rencontrer sa sœur. Maman est. Maman est tout ce que j'avais imaginé et rien de ce que j'avais imaginé. Elle est plus drôle que moi. Elle a mes mains. Elle pleure devant les publicités. Elle s'excuse trop, et nous y travaillons. Toutes les deux en thérapie familiale. Elle a encore de mauvaises semaines. Elle a un psychiatre qu'elle aime bien et un traitement médicamenteux qui fonctionne. Et elle est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Nous prenons un brunch tous les samedis dans le même restaurant. Elle me fait parfois la lecture à haute voix le soir. Elle me lit Anne des Pinons Verts en ce moment, parce qu'elle a dit qu'elle avait toujours voulu le lire à sa fille et qu'elle n'en avait pas eu l'occasion. Et si cela me dérangeait d'avoir 26 ans de retard? Et j'ai répondu, non, maman. Non,
cela ne me dérange pas. Junipa vit de l'autre côté du mur du duplex. Elle tape sur le mur quand le dîner est prêt. Elle est l'être humain le plus têtu de la planète Terre. Elle me dit presque tous les jours qu'elle s'est assise dans un bus de ville ce matin-là à Scottsdale parce que quelque chose lui a dit de le faire. Qu'elle rendait visite à un cousin à Phoenix et qu'elle avait 3 rendez-vous différents auxquels elle aurait pu aller ce jour-là, et qu'elle a choisi celui sur Indian School Road sans aucune raison du tout. Qu'elle est montée dans le mauvais bus exprès, sans savoir qu'elle le faisait exprès. Elle me dit que la grâce est réelle et qu'elle est sournoise, et qu'elle fonctionne selon son propre calendrier. J'ai reçu une lettre le mois dernier. Coraline est dans la prison pour femme de Guedir. Elle purge une peine de 6 ans et en fera probablement 4. Elle m'a écrit 3 pages recto verso avec son écriture parfaite et bouclée, m'expliquant qu'elle m'avait toujours aimé, qu'elle n'avait jamais voulu que le meilleur pour notre famille, qu'elle était malade maintenant, que son arthrite la faisait souffrir. Et que si je pouvais envisager de mettre un peu d'argent sur son compte de cantine, elle considérerait cela comme une gentillesse de la part d'une fille qu'il avait autrefois appelée maman. Je l'ai lu 2 fois. J'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai pensé à la rénovation de la cuisine. J'ai pensé au déjeuner pour l'école. J'ai pensé aux soins dentaires qu'elle avait payés quand j'avais 16 ans avec de l'argent qui s'est avéré être le mien. J'ai pensé à la femme qui était restée assise dans une chambre d'hôpital à 28 ans avec un bébé arraché de ses bras, aux lettres qu'elle avait écrites et à la façon dont ma vraie mère s'excuse trop parce qu'elle a dû s'excuser d'exister pendant 26 ans avant de me retrouver. J'y ai pensé pendant longtemps. Puis j'ai mis la lettre dans la poubelle de la cuisine, sur un filtre à café mouillé, et j'ai fermé le couvercle. Je ne suis pas une personne vindicative. Je veux que vous sachiez que je ne reste pas éveillé la nuit en imaginant Coraline dans sa cellule. Je ne porte pas de toast à sa condamnation. J'espère sincèrement qu'elle retrouvera la santé là-bas, de la manière dont elle en est capable. Mais je ne suis pas sa famille. Je ne l'ai jamais été. Elle s'en est assurée en 1999, et j'ai rendu cela officiel en 2025. Elle a eu une fille qu'il a appelée maman pendant 26 ans. Et cette fille est morte un mercredi de septembre dans un bus de ville sur Camelback Road quand une vieille femme avec des chaussures dépareillées lui a demandé son prénom. La nouvelle, celle qui est rentrée à la maison, ne lui doit pas un centime. Si vous avez été gentil avec un étranger récemment et que rien ne s'est passé, si vous avez aidé une femme à trouver le bon bus, ou monté les courses de quelqu'un dans des escaliers, ou si vous vous êtes levé pour qu'un vieil homme puisse s'asseoir. Je veux que vous sachiez que l'on ne voit pas toujours les répercussions. Parfois, la gentillesse se suffit à elle-même et c'est tout ce qu'elle est. Mais parfois l'univers a attendu 26 ans pour vous rendre une partie de vous-même. Levez-vous quand même. On ne sait jamais qui monte dans le bus. J'ai beaucoup réfléchi, au cours des mois écoulés depuis que tout cela est arrivé, à ce qui se serait passé si ma voiture avait démarré ce mercredi matin. Si j'avais conduit jusqu'au bureau comme je l'avais fait un millier d'autres matins. Si je n'étais jamais monté dans ce bus, si je ne m'étais jamais levé pour une femme fatiguée avec des chaussures dépareillées. Si je ne lui avais jamais dit que mon prénom était Winter avec un i. La vérité, c'est que je serais encore là-bas. Je serais encore en train de manger les pâtes de Coraline le dimanche soir. Je serais encore en train d'appeler Royce mon frère. Je croirais encore que ma mère est une histoire triste dans un parking de Tucson. Le mensonge aurait juste continué à avancer, comme le font les mensonges quand personne ne tire sur le fil qui dépasse. Et un jour, j'aurais eu 45 ans et j'aurais rénové ma propre cuisine avec de l'argent qui n'était pas le mien. Et je n'aurais jamais rien su. Ce à quoi je reviens sans cesse, c'est ceci. Coraline n'est pas tombée par hasard dans ce qu'elle a fait. Elle l'a choisi jour après jour pendant 26 ans. Chaque fois qu'elle fermait une enveloppe et écrivait le retour à l'expéditeur dessus. Chaque fois qu'elle me disait que ma mère aurait été si fière de moi. Chaque fois qu'elle signait mon nom sur un document qu'elle n'avait pas le droit de signer. Chacune de ces actions était une petite décision, et chacune rendait la suivante plus facile, jusqu'à ce qu'elle ait construit une vie entière sur le dos d'une femme qu'elle avait enterrée vivante dans une chambre d'hôpital en 1999. Elle ne s'est pas fait attraper parce qu'elle a manqué de chance. Elle s'est fait attraper parce que la structure d'un mensonge aussi énorme ne peut tenir qu'un certain temps avant que quelque chose, un étranger dans un bus, une photographie oubliée, une petite fille qui refuse d'abandonner, n'arrive et ne tape une seule fois, exactement au bon endroit. Ce n'est pas de la magie. C'est juste ainsi que fonctionnent les mensonges. Ils sont lourds, et les gens qui les portent se fatiguent, et la gravité est patiente.
L'autre chose à laquelle je reviens sans cesse, c'est ce que Junipa a continué de faire à Bakersfield pendant toutes ces années avec son bac en plastique rempli de lettres retournées sous le lit. Elle ne savait pas si j'étais en vie. Elle ne savait pas si je les lirais un jour. Elle a juste continué à écrire. Elle a continué à être présente pour une petite fille qu'elle ne rencontrerait peut-être jamais, parce que c'était la personne qu'elle avait décidé d'être. Et elle n'allait pas laisser la cruauté d'une autre personne modifier le contenu de son propre cœur. C'est le genre de force que je veux apprendre. Pas le genre bruyant, mais le genre silencieux et quotidien qui n'a pas besoin d'un public pour continuer à avancer. Et je pense à la femme que j'ai failli être, celle qui serait restée endormie. Je ne suis pas en colère contre elle. Elle a fait de son mieux avec ce qu'on lui avait dit. Mais je suis reconnaissante chaque jour maintenant de m'être levée dans ce bus. Pas à cause de ce qui est venu après, mais à cause de ce que cela disait sur qui j'étais avant de savoir quoi que ce soit. Soyez cette personne, celle qui se lève. Vous ne découvrirez peut-être jamais ce que vous avez sauvé, mais parfois, et c'est la partie que je garderai avec moi, parfois ce que vous sauvez, c'est